Il y a un certain pattern qui se ressent depuis pas mal de temps et c'est pas plus mal que j'adresse ça avant de commencer cette critique, c'est que voilà, vous avez dû remarquer que depuis quelques temps, j'arrête pas de mettre des pouces levés, ouais, c'est incroyable, cette série est trop géniale et ouais, cette série est très solide, elle a des moments très forts, mais j'aimerais quand même mettre un léger bémol là-dessus. Ah, d'une part, les gens qui viendront dire «Ah, il met des pouces verts autant, ça veut dire que c'est une de ses séries préférées», et ça marche pas comme ça. Hein, c'est pas aussi simple que de faire la moyenne de qualité des épisodes jugés d'une série, donc il faut que j'aille jusqu'au bout. Il faut que je vois ce que ça raconte dans la globalité déjà. Et aussi, ça m'embête un petit peu, dans un sens, hein, de dire que j'aime un épisode, c'est incroyable, je suis positif, c'est quoi ce délire? Ça m'embête un petit peu. euh, de donner l'impression que je n'aurai aucun problème avec la série simplement parce que je trouve que des épisodes sont vraiment prenants et ont quelque chose qui mérite, qui soit situé vraiment dans le haut du panier. Et ça a déjà été le cas avant. Je peux avoir des choses pas négligeables à redire sur un épisode sans que ça lui ôte cette insigne honneur d'être considéré comme parmi le pouce levé pour moi. Premier exemple que j'ai dans Game of Thrones, par exemple, à la fin, le combat contre les marcheurs blancs était assez fort. Il y avait tellement de moments intenses que je ne pouvais pas ne pas mettre de pouce levé. En dépit du fait qu'il y a des grossièretés assez énormes qui peuvent gêner. Et je comprendrais aisément que des gens aient beaucoup de mal avec ça, mais voilà, c'est un ressenti global à la fin. Est-ce qu'un épisode a suffisamment de points excellents pour compenser les points discutables? Et depuis quelques temps, avec cette série, avec Black Sails, c'est ce qu'on a. C'est-à-dire, on a des éléments qui sont pas extraordinaires, qui sont bien sans plus, et à côté de ça, des éléments importants qui sont excellents, qui font que ça mérite d'être situé parmi l'excellent dans un sens, mais excellent juste, j'ai envie de dire. C'est pour ça que vous avez souvent que des petits pouces levés, hein, pas des gros pouces levés comme je l'appuie pour les épisodes qui m'ont vraiment énormément marqué. Et c'est un petit peu ce qui se ressent globalement dans cette série depuis pas mal de temps parce que on jongle sur deux considérations globalement, c'est-à-dire d'un côté ce qui se passe avec l'équipage de Flint, comment les relations entre les personnages, comment cette notion d'équipe se met en place et comment ça évolue leur situation, et à côté tout ce qui se passe à Nassau. Et comment on gère ça, les personnages essayent de s'y poser, les petits problèmes qu'il y a avec, les gouvernements qui veulent calmer le coin, etc. etc. là aussi. C'est deux considérations se rejoignent par moment, mais c'est vraiment ce que j'aurais à pointer particulièrement, c'est que il y a d'un côté toute la partie sur Flint et son équipage qui est presque sans faute. Je dis pas qu'il n'y a pas des petits trucs à redire, mais c'est presque sans faute depuis quelques temps, et la partie sur Nassau qui est bien, elle n'est pas mal faite, mais qui n'arrive pas à m'accrocher dans son idée de base, parce que je m'en fous royalement du sort de Nassau, sur le principe, hein. Alors voilà, c'est intéressant pour les personnages qui y vivent, les personnages un petit peu importants mis en avant, comme Jack, comme Vayne, etc. Mais cette situation-là, le fait qu'on se centre autant dessus, je pense que c'est la chose qui fait que je vais pas, très certainement pas considérer cette série parmi les préférés de tous les temps. C'est-à-dire une bonne série, solide, et en dépit des choses excellentes qui sont accomplies là-dedans, je pense pas, si ça continue sur cette voie-là, trouver que c'est l'une des plus grandes séries de tous les temps, même s'il y a énormément de qualité et de bonnes choses à dire dessus. Évidemment. Et c'est un petit peu ce qui se ressent depuis pas mal d'épisodes, c'est-à-dire que je suis super emballé par le sort de Flint et son équipage, et je sors de Nassau, ça va sans plus. Voilà. À chaque fois, je fais le distinguo entre les deux, et je vais commencer pour changer par la partie qui m'a le plus plu, c'est-à-dire ce qui se passe avec Flint, vu que
Et ben, ils sont en pleine dérive sur la mer, alors qu'il n'y a pas de vent, et donc ils vont pas pouvoir accoster sur une île de sitôt. Et donc il y a ce qui semblait vraiment se craindre dès l'épisode précédent, c'est-à-dire cette perte de morale de la part de l'équipage et les dissensions, les moments de faiblesse qu'il peut se trouver dans cette configuration très particulière. On appuie vraiment à quel point c'est pesant pour eux, à quel point c'est dur à supporter et les choix difficiles qu'essaye de prendre Flint là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut être implacable, il faut rationner ce qu'on a de façon à favoriser ceux qui seraient plus à même de nous aider avec les voiles une fois que le vent repartira. Ce genre de choses, quoi. C'est cette vision très froide que Silver a du mal à partager. Et ça crée une ambiance vraiment forte, vraiment pesante, où on se penche sur la psyché en particulier de Flint et Silver. Flint qui veut se montrer implacable parce que dans un sens il est détruit depuis la mort de Miranda, il a encore quelques petits flashbacks d'elle, elle n'arrête pas de réapparaître, ils adorent l'actrice apparemment, et qui semble vouloir être totalement calculateur, ne plus avoir vraiment d'attache quelconque, on sent que ça l'a vraiment détruit totalement mentalement ce qui lui est arrivé dans la fin de la saison précédente. Tandis que Silver, qui une fois de plus a commencé à s'attacher à cet équipage, n'arrive pas à se mettre derrière les décisions de Flint et lorsqu'il prend des décisions assez graves, comme par exemple il y a deux personnes qui gardaient le garde-manger, il y en a une qui a volé une partie des rations, tout de suite l'un accuse l'autre et on n'arrive pas à décider qui est coupable et Flint dit ok on les bute tous les deux. Un moment assez fort hein, de tension. Et il y a énormément de moments comme ça qui sont excellents dans cette partie-là. Et on appuie que Silver a vraiment du mal à essayer de s'affirmer devant Flint, même s'il n'est pas d'accord avec lui, quoi. Il n'arrive pas à gagner son respect. Et c'est un peu ce que Billy essaye de lui faire comprendre. Il faut que tu arrives à gagner son respect comme Gates ou Miranda l'ont fait avant. Hein, parce qu'il arrivait qu'il les écoute, Gates et Miranda. Et Silver a un petit peu de mal, il a un petit peu peur de la chose, mais il va y avoir une espèce de providence qui leur tombera dessus avec la vue d'une baleine, enfin d'un cadavre de baleine qui flotte sur l'eau. Il y a De Gaulle qui dit c'est mal barré, hein. En général quand ça commence à flotter c'est que ça a commencé à pourrir, mais il y a quand même Flint et Silver qui s'y rendent en barque pour... pour voir s'ils peuvent y trouver quelque chose. Et c'est surtout un grand moment où les deux personnages commencent un petit peu à se rapprocher à la dure. C'est-à-dire, Silver finit par avouer toute la vérité, c'est-à-dire que au bout du compte, c'est lui, c'était son idée de voler l'or de Lurka à Flynn, de lui subtiliser sous son nez, et au bout du compte, il finit par avouer aussi que s'il n'a pas touché sa part, c'est parce qu'il a commencé à être dépendant de cet équipage, hein, surtout après la perte de sa jambe, quoi. Il y a cette évolution qu'il affiche devant Flint et ce suspense dont on sait l'issue logique, mais qui quand même est très fort, où Flint pourrait vouloir le tuer suite à cette révélation. Mais il va pas jusqu'au bout. J'ai le sentiment qu'il y avait peut-être cette idée dans sa tête, mais il y a aussi un truc très intéressant avec les quelques apparitions de Miranda, c'est que étant donné qu'il ressent un peu le besoin d'avoir cette voix, la voix de Miranda, pour lui dire quoi faire pour se sentir un peu juste, j'ai le sentiment que cette voix de Miranda commence un petit peu à l'atteindre. Tandis qu'à côté de ça, il y a toujours cette espèce de figure un peu énigmatique qu'il voit en vision. Là, on ne sait pas exactement ce que c'est et je suis sûr qu'on aura une explication très intéressante une fois qu'il y aura la révélation là-dessus. Mais c'est très bon, quoi. On sent qu'il commence un peu à s'assagir et à respecter le gars après ce qui se passe, puisque en se rendant près de la baleine, elle est capoute, hein, beaucoup trop pourrie pour qu'on la mange. Seulement, les
les requins charognards du coin sont présents, et eux, ils devraient pouvoir être bouffés en étant frais. Et tout de suite, ils se mettent d'accord, tout de suite, il y a Silver qui a la bonne idée de les attirer, et ils œuvrent de pair pour en tuer un et ramener beaucoup plus de viande, de poisson à l'équipage. Et c'est un moment intense où on appuie bien la difficulté, parce que bon, ils l'harponnent pas en un seul coup, hein, c'est pas si simple que ça, on met en avant la difficulté de la chose, que ça prend du temps, et c'est vraiment un travail d'équipe, et c'est un peu le truc qui commence à les cimenter un peu plus en tant qu'homme de confiance, c'est-à-dire qu'avec ce qui s'est passé, Silver a gagné un peu plus de respect de Flint, et ça risque de bien œuvrer pour lui dans le futur. Alors que dans les épisodes précédents, on a vu qu'il n'est clairement pas au stade de lui faire confiance, et que s'il avait été élu quartier-maître, c'est clairement pas par sa décision. Donc c'est très intéressant, très intéressant. Et on termine cette partie-là sur le vent qui revient après qu'on a trouvé ça comme une sorte de providence. Bon, le petit symbolisme est assez cool, j'avoue. Et une petite épilogue à la fin où ils atterrissent sur une île, puisque le vent est reparti, donc ils atterrissent sur une île. Ils essayent de faire le camp, de trouver des provisions, tout ça, tout ça. Seulement, il y a une tribu de je sais pas quoi, cannibales, je sais pas trop quoi, c'est des gros maquillages typiques qui, je suis sûr, leur mettront des bâtons dans les roues. Ça va peut-être être, je sais pas, un petit conflit d'un épisode. Peut-être que c'est ça l'île au trésor. Ils vont se débarrasser des quelques sauvages, entre guillemets, du coin, et puis c'est là qu'il aura l'idée de mettre son or à la fin. C'est pas impossible. Enfin bref, c'est très intéressant cette partie-là, tout aussi excellente que d'habitude. Et à côté, on a ce qui se passe à Nassau qui est bien, mais qui appuie une fois de plus le fait que je me fiche un petit peu de l'état de cet endroit en soi, hein. Même si c'est bien fait, je me fiche un petit peu de la communauté qu'on met en place, et surtout des motivations de la plupart des gens qui sont derrière, puisque il y a Max et Anne qui commencent à vendre, à échanger une partie de leur or contre des perles faciles à transporter ailleurs pour pouvoir avoir des richesses et se barrer au cas où. Seulement voilà, le marchand avec qui elles font affaire, en plus d'être un rustre ultra grossier dans son écriture, s'avère savoir ce qui se passe avec la flotte du gouvernement britannique qui s'apprête à attaquer Nassau. Là, c'est un truc dont ils n'ont pas eu vent par magie, mais ils en ont vent par un lien logique. Et donc, ils balancent ça dans la conversation parce qu'ils se disent que s'ils font cet échange-là, c'est parce qu'ils prévoient ce qui va se passer. Et la question qui me vient tout de suite en tête après ça, c'est que voilà, elle va prévenir Jack de ce qui se passe. Et Jack, plutôt que de partir sur ce plan, si ça dégénère, on se bat, se dit ok, non, non, on va défendre Nassau jusqu'au bout. On va pas trouver de porte de sortie ou quoi que ce soit. Non, 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 on va protéger ce pourquoi on se bat. Et une fois de plus, je ne comprends toujours pas ces motivations à vouloir être celui qui sauve Nassau, tout ça, tout ça. Je trouve en toute sincérité que dans sa position, j'aurais sans doute trouvé une excuse pour me barrer ailleurs et avoir le plus de fric possible, mais apparemment non. Il est vraiment totalement attaché à cet endroit-là, pour une raison qui m'échappe totalement. Il décide d'organiser avec Vayne la protection de cet endroit. Vayne, je comprends ses motivations. Lui, il veut vraiment brandir l'étendard de la piraterie et montrer l'honneur que ça représente, et Nassau représente vraiment ce point d'ancrage particulier. Et ils se disent, ok, il faut qu'on mette en avant tous les pirates importants de Nassau, qu'on les fasse brandir la même bannière, quoi, pour défendre ça. Comme ça, la flotte britannique sera beaucoup trop submergée, ce seront trop en sous-nombre face à nous. Et ils font ça avec un petit discours où il y en a beaucoup qui sont un petit peu froids à cette idée-là, parce que apparemment il n'y a que Flint qui pourrait brandir l'étendard pour tout le monde. Il n'y a que Flint qui pourrait diriger toute cette flotte à lui seul, pour être le grand chef. Vayne n'est pas considéré comme un candidat potentiel, parce que Jack non plus, ça je peux le comprendre, mais voilà, c'est Flint. Et on se dit non, il va forcément revenir, Flint, mais c'est là que Barbe Noire arrive et dit non, Flint ne pourra pas, il est mort.
Il l'a appris de je sais pas comment, hein, mais bon, ça commençait à manquer. Hein. Je vous avais donné une explication à comment un personnage fait tel truc, vous avez pas donné l'explication à tout. Hein. C'est pas grave, donc Barbe Noire arrive, Flint est mort, mais rassurez-vous, je vais m'occuper de ça, moi, Teach, je vais vous diriger tous, et étant donné sa grande réputation, et ben tout le monde dit ok. Voilà. Hein. Et alors que Ven vient lui parler un petit peu pourquoi tu fais ça, etc., t'avais dit que t'étais pas totalement pour ce qu'on a fait, mais le truc c'est que, en fin de compte, la seule raison particulière pour laquelle Teach est venu sur cette île, c'est pour reprendre Vayne. Dans un discours qui peut avoir quelques sous-entendus si on l'interprète d'une certaine façon, puisqu'il dit ah, en 8 ans, j'ai eu 9 femmes et pas d'enfants. Tu sais ce que ça veut dire, mon petit Vayne? alors, alors, bien entendu, je comprends parfaitement que ce que ça veut dire, c'est qu'il devait être euh, infécond, très certainement, et qu'il a besoin d'avoir une figure, enfin, un fils à qui transmettre ses valeurs, et il estime que Charles est le candidat idéal, et c'est pour ça qu'il veut le reprendre. C'est pour ça qu'il a fait tout ce chemin-là. Donc on fait ça et tu seras à moi à Vayne après. Hein, si tu me promets de me suivre après qu'on aura défendu l'assaut, je défends l'assaut. Et apparemment il est un peu d'accord. et, et ouais, quoi, ça se fait assez vite. Une fois de plus, le nom de Barbe Noire parvient à rallier tout le monde assez facilement et on fait une ellipse. Hein, où avant ça, on montre rapidement Eleanor et Roger se discutaient un petit peu des prérogatives de Steve, parce que bon, certes, il veut gracier le coin, faire en sorte que ce soit pacifié de la façon la plus pacifique possible, mais il espère vraiment ne pas en arriver au combat, pas parce que il a peur de la violence, mais surtout parce qu'il voudrait que ça se fasse vite, puisqu'il a des prérogatives particulières envers l'Espagne. Particulier, on dit un ou une prérogative? On va dire particulière. Bref, il a des prérogatives spéciales pour le gouvernement espagnol après le vol de l'or de Lorca. Et il voudrait vraiment, si possible, au plus tôt, avoir leur or, sinon ils s'y jetteront eux-mêmes avec une flotte encore plus grande et ça sera encore plus une boucherie. Et il faudrait faire en sorte qu'ils soient bien vus, tout ça, tout ça. Il y a quand même il y a quelques ambitions personnelles derrière ça de la part de Rogers quand même. Et ouais, on n'oublie pas que l'Espagne, c'est quand même le grand floué de cette histoire avec le vol qui a eu lieu dans la saison précédente. J'apprécie qu'on appuie ça. Mais voilà, quoi, avec ce qui se passe, et le fait que lorsqu'ils arrivent, malchance, on fait une ellipse avec ce qui se passe aussi sur le bateau, quoi, on dit il se passe plusieurs jours de disette, tout ça, tout ça. Ils arrivent face à une grande flotte d'une douzaine de navires pirates qui sera difficile à combattre et qui risque de poser un gros problème. Et c'est là que et il y a Rogers qui se dit qu'il faut quand même qu'il leur présente son message de pacification. Genre, vous décidez, vous acceptez de rendre les armes et nous serons généreux avec vous. Vous pourrez vivre ici de façon légale, sans contrepartie, sans subir les conséquences de vos actes, quels qu'ils aient été, sauf Charles Vane. Évidemment, une fois de plus, comme ça a été appuyé avant. Et donc, il y a lui qui se dit ouais, je vais y aller, je vais me rendre sur la plage et parler à tout le monde. Et il y a son second qui dit attendez, non, je suis là pour protéger votre vie, faites pas un truc aussi stupide. C'est là qu'Eleanor a l'idée. Il faut que quelqu'un qu'ils connaissent bien, en qui ils peuvent avoir confiance, leur parle. Et pas moi, apparemment, puisque tout le monde se fout de moi maintenant. J'en ai conscience, hein, on me crache dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, Hornigold, pour ce qu'il a représenté, pour avoir défendu ce fort pendant aussi longtemps, il devrait représenter une bonne voix. Et on ne lui tirera pas dessus facilement comme ça. Et Hornigold accepte. Comme ça, très gentiment. Apparemment, amour-propre, il s'en fiche. C'est un peu le truc aussi avec Hornigold, et particulièrement Dufresne, qui est juste là pour suivre une fois de plus. Hornigold, c'est juste un opportuniste qui suit le mouvement, en fait, à plusieurs moments. Et il donne pas l'impression d'avoir de grandes valeurs.
Je veux dire, je veux être considéré au mieux et c'est tout. Et lorsqu'on lui donne cette possibilité-là, il se dit, ok, bah, vous me donnez ce plan, je lis votre lettre et puis voilà. Qui se rend sur la plage. Il y a Barbe Noire qui est intelligent, c'est pas juste un pirate sanguinaire, donc il essaye d'en faire un peu plus en niveau neurone, hein, dire je vais pas le faire tuer comme ça parce qu'à ce moment-là, ça mettrait vraiment totalement une moitié de Nassau contre l'autre, vu qu'il a représenté beaucoup pour cette île, et donc il le laisse faire son discours, et qui va mettre une moitié de l'île contre l'autre, donc ça t'a bien aidé, Barbe Noire, hein. Bien joué. Puisque voilà, vous serez gracié si vous acceptez ça, il faudra aussi livrer Charlemagne si vous le voulez, il y aura une récompense pour ça, et il y a une bonne partie des hommes de la plage qui sont d'accord partant pour le suivre. Et ça promet d'être délicat à gérer ce conflit à Nassau, puisque et il y a pas mal d'hommes qui vont pas vouloir suivre le plan de défendre Nassau maintenant. Intéressant, intéressant. Faut voir comment ça sera traité par la suite, mais une fois de plus, ça montre le côté ultra versatile de ces gens, au bout du compte. On leur offre des solutions, ils réfléchissent pas trop par eux-mêmes, et à la moindre première alternative qui vient, ils disent ok, pourquoi pas? On va suivre ça. Et c'est. Je sais pas, là, la communauté, une fois de plus, hein, de cet endroit. Ouais. Une fois de plus, j'ai pas m'étendre 50 ans là-dessus, vous avez compris mon message là-dessus. Et étant donné que ça occupe une partie un peu plus importante, si on compare à l'épisode précédent, c'est pas tout à fait un pouce levé. Parce que voilà, une fois de plus, la partie sur Nassau, c'est bien sans plus. J'ai pas parlé d'un truc, excusez-moi, c'est pas très. C'est pas très intéressant pour moi cette partie-là. Il y a Max qui décide de se partager les richesses qu'ils ont accumulées avec les perles qu'ils ont achetées avec Anne, parce que maintenant elle se dit qu'il est temps de partir, que qu'on finira pas toujours ensemble et que nos intérêts partent ailleurs. Yann qui lui fait un petit discours, comment acceptes-tu qu'on te traite aussi mal en tant que femme, tout ça avec le Richard du début qui l'a maltraité, et elle s'en fout, tu sais qu'il y a certains intérêts qui s'opposent à d'autres, elle a des bons mots pour le dire, mais c'est exactement ça, parfois on suit ses intérêts, ce qui nous porte, et des fois ça sera pas les mêmes choses qui me porteront que toi, et j'ai le sentiment qu'on est à ce niveau-là, donc au revoir, un peu de choses près. Vous voyez, c'est un peu des au revoir entre les deux personnages, et vous dire, ah, cool. Donc tu décides de te barrer toi. Et je comprends pas pourquoi Anne et Jack veulent pas se barrer aussi. Parce que honnêtement, je vois pas ce qui les lie particulièrement à Nassau en soi. Mais bon, petites incongruités de psyché mis à part, c'est bien ce qui se passe sur Nassau. Hein, je peux pas dire une seule seconde que c'est mal fait globalement. C'est juste que ça peine à me faire rentrer dans cette communauté une fois de plus. Ce qui fait que, étant donné que ça occupe un rôle un peu plus important que dans l'épisode précédent, voilà, ça vaut pas non plus l'excellence cet épisode. En tout cas, pour l'instant, y a aucun épisode qui m'a sincèrement déplu, donc c'est déjà un exploit que je tiens à souligner. Si ça continue comme ça, ce sera une série très solide. Si ça me donne absolument aucun épisode qui me gêne. Depuis le début que je fais ces réactions à chaud, il n'y a eu aucune série que j'ai traitée qui n'a pas eu au moins un épisode et qui m'a déplu. Et peut-être qu'on va enfin tomber sur une série comme ça. Donc déjà, ce sera un bon exploit pour, pour cette série. On verra bien, hein. Et il suffit que je dise ça pour bien foutre la chose en l'air. C'est pas impossible, hein. On verra. À bientôt pour l'épisode 4. Bye.